La Gestapo, la redoutée police secrète du régime nazi, est rapidement devenue synonyme de brutalité et de torture dès sa création en 1933. Sa mission était claire, faire taire toute forme d'opposition et établir un contrôle totalitaire sur la population. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Gestapo arrêta des hommes et des femmes considérés comme des ennemis de l'État, mais les femmes capturées furent confrontées à des souffrances encore plus grandes. Elles ne subissaient pas seulement des tortures physiques extrêmes, mais aussi des abus psychologiques destinés à briser leur esprit. Ces méthodes inhumaines visaient à dépouiller les prisonnières de leur dignité et de leur espoir, laissant des cicatrices profondes qui restent dans la mémoire historique. Quelle technique la Gestapo utilisait-elle pour torturer les femmes prisonnières? Et comment certaines ont-elles réussi à survivre à ces atrocités? La torture en France, la Gestapo et les prisonnières. Pendant l'occupation nazie de la France, la Gestapo était notoire non seulement pour sa brutalité physique, mais aussi pour sa capacité à infliger des tourments psychologiques inimaginables. Bien que les hommes et les femmes soient tombés victimes de la répression nazie, les femmes subissaient des souffrances encore plus dévastatrices, car, en plus des techniques de torture physique, la Gestapo utilisait des méthodes psychologiques conçues pour détruire leur identité et leur dignité. Dans les premières années de l'occupation, les raids massifs de la Gestapo en France entraînèrent la disparition de dizaines de milliers de personnes. Environ 40 000 prisonniers furent condamnés à mort par voie judiciaire, mais ce qui se passait dans les salles de torture de la Gestapo dépasse l'entendement humain. La torture physique était brutale. Les prisonniers, hommes et femmes, subissaient des orteils brisés, de profondes blessures causées par des aiguilles insérées sous leurs ongles, des amputations et des fouettements avec des fouets faits de tendons. La Gestapo utilisait aussi des décharges électriques et immergeait les prisonniers dans de l'eau glacée, une méthode conçue pour les amener au bord de la mort. Cependant, pour les femmes, la torture allait au-delà de la violence physique. La Gestapo comprenait que, pour briser complètement une prisonnière, il fallait attaquer la partie la plus profonde de son être, son identité et son apparence. Les visages des femmes étaient défigurés dans le cadre du processus d'humiliation, ce qui non seulement détruisait leur intégrité physique, mais les dépouillait aussi de leur sentiment d'identité. Leurs visages étaient entaillés, des parties de leurs oreilles ou le bout de leur nez étaient amputés, leurs cheveux arrachés ou leurs ongles tirés. La torture durait souvent des jours, voire des semaines, jusqu'à ce que la prisonnière cède finalement. Les jambes des femmes n'étaient pas moins ciblées par cette barbarie. Des coupures profondes étaient faites, et leurs os étaient brisés, toujours dans le but de détruire leur volonté et leur résistance. Cette agression physique constante était accompagnée de conditions de détention inhumaines. Les cellules, conçues pour contenir un maximum de 5 personnes, abritèrent souvent jusqu'à 20 prisonnières. Le manque d'hygiène, l'impossibilité de satisfaire les besoins de base et l'isolement extrême aggravaient encore la situation. Les femmes, forcées de vivre dans l'obscurité totale et la surpopulation, étaient complètement coupées du monde extérieur, sans contact avec leur famille et souvent privées de lumière du jour. Mais la torture physique n'était pas la seule arme de la Gestapo. La torture psychologique était tout aussi dévastatrice. Les prisonnières, principalement de jeunes femmes, étaient soumises à des interrogatoires incessants, au cours desquels elles étaient constamment menacées de la mort de leurs proches. La Gestapo, avec son approche machiavélique, comprenait que la souffrance émotionnelle et psychologique surpassait souvent la douleur physique. Certaines femmes étaient maintenues en totale isolation pendant des semaines, privées de tout contact humain, tandis que d'autres enduraient des interrogatoires interminables, parfois interrompus seulement par de brefs moments où leur tortionnaire prenait une pause pour boire du thé ou du café. Un cas particulièrement macabre impliquait un officier bien connu de la Gestapo, Moussoui, qui devint célèbre pour sa cruauté. Lors des interrogatoires, il faisait une pause pour boire, partageant sa boisson avec ses victimes, tandis que les prisonnières, déjà au bord du désespoir, étaient forcées d'attendre dans un état de tension extrême. Lorsque Moussoui terminait sa pause, le tourment recommençait, la prisonnière n'ayant aucune idée de ce qui l'attendait. Ce cycle de torture sans fin visait à détruire à la fois le corps et l'esprit des femmes. Malgré cette barbarie, certaines femmes parvinrent à survivre à l'enfer de la Gestapo, devenant des symboles de résistance et de courage.
L'une des plus emblématiques fut Violette Szabó, une combattante de la résistance française. Szabó fut capturée par la Gestapo et soumise à des tortures horribles, y compris des passages à tabac et des brûlures. Pendant sa captivité, son corps subit tant de souffrances que beaucoup de ceux qui la rencontrèrent après la torture ne la reconnurent pas. Cependant, l'aspect le plus impressionnant fut sa résistance psychologique. Malgré les conditions extrêmes, Violette n'a jamais cédé aux exigences de ses tortionnaires. Au moment de son exécution, elle était la seule prisonnière à faire face à la mort avec courage, tandis que les autres prisonnières étaient abattues dans le dos, incapables de faire face à la réalité de leur sort. Un autre cas notable fut celui d'Eileen Nearne, une agente britannique des services de renseignement, également capturée par la Gestapo. Lors de son interrogatoire, Nearne fut à plusieurs reprises immergée dans de l'eau froide, une torture qui faillit la tuer. Malgré la souffrance physique, elle ne trahit jamais ses camarades de la résistance. Sa capacité à endurer la torture et à rester ferme face à la Gestapo fit d'elle une héroïne, et sa survie est un témoignage du courage et de la détermination des femmes sous l'occupation nazie. La torture en Norvège, la maison de l'horreur. Dans la ville norvégienne de Kristiansand, il existait un bâtiment connu sous le nom de Maison de l'horreur, un centre de torture dirigé par la Gestapo. Contrairement à la Gestapo dans d'autres pays comme la France, qui utilisaient des techniques physiques telles que les chaînes ou les chocs électriques, les bourreaux en Norvège ont mis au point des méthodes encore plus perverses pour briser les prisonnières. La torture physique, telle que la mutilation des mains et l'écrasement des articulations, était terrible, mais la torture psychologique qu'ils infligeaient avait un impact encore plus dévastateur. Les bourreaux norvégiens ont développé des méthodes de torture psychologique spécifiquement conçues pour attaquer les liens émotionnels et familiaux des victimes. Dans de nombreux cas, une femme était forcée de témoigner de la souffrance de son mari ou de ses enfants. Souvent, la Gestapo amenait les membres de la famille des prisonnières et les soumettait à des abus devant elles, dans le but de démanteler leur résistance. Les femmes étaient contraintes de regarder leur mari se faire mutiler ou même tuer, tandis que d'autres étaient violées ou battues devant leurs enfants. Ce type d'abus psychologique infligeait non seulement une douleur indescriptible, mais laissait aussi des cicatrices émotionnelles qui perduraient bien après la libération. En plus de la torture physique et psychologique, les femmes de la Maison de l'horreur en Norvège étaient soumises à des abus sexuels et à des humiliations publiques. Dans de nombreux cas, des prisonnières, en particulier jeunes et attractives, étaient violées avant d'être envoyées dans les cellules. Les femmes qui tombaient enceintes dans les prisons de la Gestapo étaient soumises à un traitement encore plus brutal. Elles étaient battues, frappées et humiliées, parfois même pendant le travail. Cet abus de la dignité humaine était l'une des formes de torture les plus cruelles utilisées par les bourreaux. Ce qui se passait en Norvège pendant l'occupation nazie a eu un impact profond sur la société du pays. Bien que la peine de mort n'ait pas été courante en Norvège avant la Seconde Guerre mondiale, après la libération du pays, les autorités décidèrent de modifier le code pénal et d'exécuter publiquement les bourreaux responsables des tortures. Ces bourreaux furent arrêtés, identifiés et exécutés publiquement en 1947. Ce fut l'un des rares cas dans l'histoire moderne de la Norvège d'exécution de masse pour les crimes commis pendant l'occupation nazie. À travers l'Europe, la Gestapo employa une variété de techniques de torture, certaines plus extrêmes que d'autres. Dans des pays comme la Pologne, la Yougoslavie et les États baltes, les nazis ne cherchaient pas à cacher la brutalité de leurs actes. Dans les cachots de Riga, par exemple, les femmes étaient déshabillées et forcées de danser pour leurs tortionnaires, tandis que dans d'autres régions, des méthodes comme la simulation de noyade étaient utilisées, où les prisonniers étaient submergés sous l'eau jusqu'à ce qu'ils soient presque noyés. Dans certains cas, comme en Pologne, les femmes étaient soumises à une torture par le froid. Elles étaient amenées sous une douche où elles pensaient au départ qu'elles recevraient un peu de soulagement en se nettoyant des salissures et des blessures. Cependant, la douche continuait pendant des heures, sans drainage, jusqu'à ce que les prisonnières soient presque congelées, subissant une torture psychologique et physique insupportable. Cette torture, connue sous le nom de douche glacée, était une méthode efficace pour briser la résistance des prisonnières, qui finissaient par tomber dans un état de désespoir et d'épuisement.
L'ampleur des tortures infligées par la Gestapo en Norvège et dans d'autres pays occupés a poussé de nombreuses prisonnières, surtout des femmes, à un état extrême de désespoir. Les conditions inhumaines et les tortures constantes ont causé des souffrances si profondes que de nombreuses prisonnières n'ont tout simplement pas pu y survivre, perdant leur santé mentale ou mourant d'épuisement physique et mental. Les abus ne se contentèrent pas de leur prendre la vie. Ils les dépouillaient aussi de leur identité et de leur dignité en tant qu'êtres humains. La torture à Ravensbrück et en Yougoslavie. Ravensbrück, un camp de concentration nazi situé dans le nord de l'Allemagne, fut ouvert en 1939 et conçu spécifiquement pour emprisonner et exploiter les femmes. Pendant son fonctionnement, environ 130 000 femmes et enfants y furent détenus, la plupart d'entre eux étant soumis à des conditions inhumaines. Le camp était notoire pour ses cruelles expériences médicales, largement menées par des médecins de la SS, tels que le docteur Karl Gebhardt. Parmi les plus horribles, il y eut l'infection délibérée de plaies avec des germes, des salissures, du verre et d'autres objets pour simuler des blessures de guerre afin d'étudier les effets des antibiotiques à base de sulfonamide. Cependant, ces expériences entraînèrent des infections sévères, de la gangrène et la mort de nombreuses prisonnières. Les procédures médicales étaient tout aussi brutales. Des amputations et des modifications des os et des muscles furent réalisées, laissant de nombreuses survivantes avec des handicaps permanents. De plus, les prisonnières travaillaient dans des conditions extrêmes dans des carrières, des usines de munitions et des projets de construction, ce qui entraînait malnutrition, épuisement et maladie. Alors que la situation empirait, la SS mit en place une chambre à gaz en 1945, où des milliers de prisonnières, dont de nombreuses femmes, furent tuées, tandis que d'autres mouraient de maladies ou de malnutrition. La Gestapo, opérant avec une brutalité encore plus grande dans des pays comme la Yougoslavie, les États baltes et la Pologne, où ces pratiques étaient souvent rendues publiques. Dans les prisons de Riga, par exemple, les femmes étaient forcées de danser nues dans le cadre de leur torture. En Pologne, l'une des formes les plus horribles de maltraitance était connue sous le nom de torture par le froid. Les prisonnières étaient amenées dans une douche où elles pensaient recevoir un peu de soulagement. Mais les douches ne s'arrêtaient jamais et l'eau devenait glacée. Malgré leurs supplications, personne n'ouvrait les portes, les laissant presque immergées dans l'eau glacée alors que le soleil brillait à l'extérieur. L'objectif de cette torture était de les déshumaniser complètement et de nombreuses prisonnières succombèrent aux maladies en raison de l'exposition prolongée au froid. Cela n'était qu'une des nombreuses tactiques cruelles utilisées par la Gestapo. Elle recourait également aux agressions sexuelles et aux humiliations publiques. Les femmes étaient forcées de se déshabiller devant les gardes, puis insultées et battues tandis qu'elles traversaient les couloirs. Les femmes enceintes, en particulier, étaient soumises à des abus terribles, battues et maltraitées même pendant leur accouchement. L'une des formes les plus perverses de torture infligées par la Gestapo était l'attaque contre la dignité des jeunes femmes attrayantes. Beaucoup furent violées avant d'être envoyées dans les cellules. Dans certains cas, les prisonnières étaient forcées de marcher nues à travers les couloirs, tandis que les officiers se moquaient d'elles et les humiliaient avec des rires et des commentaires obscènes. Ces femmes, souvent enceintes, vivaient une terreur et un désespoir inimaginables, battues et frappées, même pendant les interrogatoires. En Tchécoslovaquie, les femmes capturées par la Gestapo subissaient des tortures similaires. La plupart d'entre elles étaient arrêtées pour leur implication dans la résistance ou en tant que proches des résistants. Comme dans d'autres endroits, les conditions de détention étaient déplorables, avec surpopulation, conditions insalubres et peu d'accès à la nourriture et aux soins médicaux. Les femmes étaient soumises à des interrogatoires physiquement brutaux, comprenant des passages à tabac, des coups de pied et des décharges électriques. Les agressions sexuelles étaient une forme courante de torture, conçue non seulement pour infliger des souffrances physiques, mais aussi pour humilier et briser l'esprit des prisonnières. Douleur absolue, la torture physique et psychologique de la Gestapo. Les femmes qui tombaient entre les mains de la Gestapo étaient soumises à des méthodes de torture extrêmement douloureuses, tant physiques que psychologiques. Ces tactiques visaient à détruire non seulement leur corps, mais aussi leurs esprits. Les victimes étaient ligotées par les poignets et les chevilles et, dans certains cas, suspendues ou placées sur des tables de torture. Ces méthodes, telles que la technique du strapado,
forcèrent les prisonnières à adopter des positions extrêmes provoquant des luxations et des fractures. La torture par le froid consistait à les immerger dans de l'eau glacée dans un climat chaud, les laissant dans un inconfort insupportable qui affectait leur santé de manière irréversible. Des décharges électriques étaient appliquées sur des zones sensibles, telles que les organes génitaux et les doigts, provoquant des contractions musculaires et de graves brûlures. Une autre pratique courante était l'extraction des ongles et des dents, une torture à la fois physique et psychologique, car les prisonnières redoutaient d'autres mutilations. De sévères passages à tabac avec des barres de fer ou des coups de falaka, frappant la plante des pieds, causaient des douleurs extrêmes en raison de la forte concentration de nerfs dans cette zone. Les brûlures et les échaudures, infligées par des objets métalliques chauffés ou de l'eau bouillante, laissaient des blessures graves qui devenaient souvent infectées dans l'environnement insalubre des prisons. En plus de la souffrance physique, la Gestapo mettait en œuvre des tactiques psychologiques qui affaiblissaient la volonté des prisonnières et les laissaient au bord du désespoir. L'isolement extrême dans des cellules sombres, sans contact humain ni lumière naturelle, provoquait de la désorientation et une angoisse mentale. De plus, la privation sensorielle était une méthode utilisée pour briser l'esprit. Les prisonnières étaient soumises à de longues périodes de bruit constant, comme de la musique forte ou des bruits répétés, avant d'être laissées dans un silence glacial qui les déstabilisait encore plus. La Gestapo manipulait psychologiquement les femmes avec de faux espoirs. On leur promettait qu'elles pourraient se sauver ou protéger leur famille si elles coopéraient, mais ces promesses étaient rarement tenues, laissant les prisonnières dévastées. Des agents infiltrés étaient également utilisés pour gagner la confiance des prisonnières et leur faire croire qu'elles partagèrent des informations en toute sécurité, ce qui intensifiait leur sentiment de trahison et de désespoir. La privation de sommeil, couplée à un manque de nourriture et d'eau, affaiblissait davantage les prisonnières. Les gardes les maintenaient éveillées pendant des jours, utilisant des lumières vives et des bruits forts pour les empêcher de se reposer, ce qui augmentait leur anxiété et leur épuisement. Cette usure physique et mentale les rendait plus vulnérables aux interrogatoires. La Gestapo utilisait aussi la tactique de la visualisation de la souffrance. Les prisonnières étaient forcées de regarder d'autres être torturés, battus, voire exécutés. Cela leur causait une douleur émotionnelle profonde, car elles ne se contentaient pas de voir la souffrance de leurs proches, mais ressentaient également une culpabilité profonde de ne pas pouvoir l'empêcher. Témoigner de la douleur des autres était une manière de briser le moral des prisonnières, les faisant se sentir responsables de ce qui se passait autour d'elles. Courage dans l'obscurité. Pendant l'occupation nazie, de nombreuses femmes furent capturées par la Gestapo et soumises à des brutalités indescriptibles. Cependant, certaines d'entre elles non seulement survécurent, mais résistèrent avec un courage incommensurable. Odette Allowes, l'espionne qui défia la Gestapo. Odette Allowes était une agente de renseignement britannique travaillant pour le service de renseignement secret pendant la Seconde Guerre mondiale. Née à Londres, son destin la conduisit en France, où elle rejoignit la résistance française. En 1942, elle fut envoyée en France pour organiser un réseau d'espionnage et aider les prisonniers de guerre alliés à s'échapper. En 1943, Odette fut capturée par la Gestapo à Lyon. Lors de son arrestation, elle subit d'atroces tortures physiques. Ses ongles des mains et des pieds furent arrachés et un fer rouge fut appliqué sur son dos. Malgré les blessures horribles et la douleur insupportable, Odette ne révéla aucune information sur ses camarades de la résistance ni sur les opérations secrètes auxquelles elle participait. Elle fut emprisonnée à la prison de Fresnes, un véritable enfer pour les prisonniers de guerre. Finalement, en 1944, Odette fut condamnée à mort, mais elle fut miraculeusement libérée lorsque les forces alliées libérèrent Paris et que la Gestapo se dissout. Odette Allowes devint une héroïne de guerre. Après la libération, elle fut décorée de la médaille de l'Ordre de l'Empire britannique pour son courage. Elle fut l'une des premières femmes à recevoir le titre de commandeur dans l'Ordre de l'Empire britannique. Violette Szabó, la combattante de la résistance française. Violette Szabó était une femme d'origine anglaise qui rejoignit la résistance française après la chute de la France sous l'occupation nazie. Sa vie changea dramatiquement lorsque son mari, un soldat britannique, fut tué au combat. Violette, alors mère d'un jeune enfant, décida de lutter contre l'occupation allemande.
Elle rejoignit le Special Operations Executive, SOE, une organisation secrète britannique qui formait des agents pour mener des missions sur le territoire ennemi. En 1944, après avoir accompli sa mission en France occupée, Violette fut capturée par la Gestapo. Elle fut interrogée et soumise à la torture physique, incluant des passages à tabac et des électrochocs, afin d'obtenir des informations sur les activités de la résistance. La Gestapo tenta de briser son esprit, mais Violette ne céda jamais. Malgré ses terribles souffrances, elle affronta son destin avec un courage qui laissa une profonde impression sur ses tortionnaires. Le 5 février 1945, elle fut exécutée par un peloton d'exécution à Ravensbrück, un camp de concentration pour femmes en Allemagne. Contrairement à d'autres prisonnières qui moururent dans la peur, Violette regarda ses exécuteurs dans les yeux avant de tomber. En son honneur, la reine Élisabeth II lui attribua la George Cross, la plus haute distinction civile pour des actes de héroïsme. Eileen Nearne, le sauvetage sous la torture. Eileen Nearne était une femme britannique qui devint espionne pour le Special Operations Executive, SOE, pendant la Seconde Guerre mondiale. Née en Angleterre, son courage la mena en France, où elle travailla activement dans la résistance. Sa mission principale était d'aider les prisonniers de guerre alliés à s'échapper et de transmettre des informations cruciales aux Alliés. En 1944, Eileen fut capturée par la Gestapo alors qu'elle accomplissait une mission de transmission d'informations. Elle fut emmenée à la prison du fort de Romainville, où elle subit d'atroces tortures physiques et psychologiques. La Gestapo tenta d'extraire des secrets sur le réseau de résistance, mais Eileen garda le silence durant toute sa captivité. Après des semaines de souffrance, Eileen fut transférée à la Santé, une prison à Paris, où les conditions se dégradèrent. Elle fut battue brutalement et constamment menacée. Malgré cela, Eileen parvint à survivre grâce à sa force mentale et à un coup de chance. Une prisonnière d'un camp de concentration réussit à soudoyer les gardiens pour la libérer. Eileen continua de lutter pour la résistance jusqu'à la libération de la France. Irena Sendler, l'héroïne de Varsovie. Irena Sendler, une travailleuse sociale polonaise, devint l'une des figures les plus héroïques pendant l'occupation nazie de la Pologne. En 1942, elle rejoignit le groupe souterrain Żegota qui aidait à sauver les Juifs du ghetto de Varsovie. Irena était responsable de l'organisation du sauvetage de plus de 2500 enfants juifs qu'elle faisait sortir du ghetto dans des conditions extrêmes et cachés dans des maisons sûres. En 1943, Irena fut capturée par la Gestapo. Elle fut brutalement torturée, battue et soumise à une série d'interrogatoires. Malgré la violence de la torture, elle ne révéla jamais l'emplacement des enfants ni l'identité de ses camarades de résistance. Elle fut condamnée à mort, mais par un coup du sort, elle fut libérée après qu'un pot de vin ait été arrangé par ses camarades de Żegota. Bien qu'ayant été sous le contrôle de la Gestapo, Irena n'arrêta jamais de lutter, et après sa libération, elle continua ses activités de sauvetage sous un faux nom. Irena vécut jusqu'à l'âge de 98 ans, et son courage fut reconnu dans le monde entier. Elle reçut le titre de « Juste parmi les nations » par le gouvernement israélien, et son histoire demeure un symbole de résistance et d'humanité dans les périodes les plus sombres. Simone Lagrange, la résistance dans l'ombre. Simone Lagrange, une jeune fille de seulement 13 ans, fut arrêtée par la Gestapo en 1944 avec sa famille. Sa capture était liée à son implication dans la résistance française, un mouvement luttant contre le régime nazi. Simone et sa famille furent détenus à Lyon, une ville clé pour l'occupation allemande. La Gestapo, dirigée par le redoutable Klaus Barbie, soumit Simone à d'horribles tortures physiques et psychologiques. Elle fut battue jusqu'à perdre connaissance, soumise à des tentatives de noyade, et suspendue par les poignets avec des pics. Malgré les efforts de Klaus Barbie pour briser son esprit, Simone ne révéla aucune information. Elle fut même témoin de l'exécution de son propre père par les nazis. Simone fut finalement envoyée à Auschwitz-Birkenau, l'enfer nazi. Là, elle souffrit du travail forcé, de la faim et de la malnutrition, mais resta forte. Malgré les conditions extrêmes, Simone survécut jusqu'à la libération du camp en 1945. Après la guerre, Simone témoigna lors du procès de Klaus Barbie, jouant un rôle crucial dans sa condamnation pour crimes de guerre. Lise Lesèvre, une femme face à la terreur de Klaus Barbie.
Lise Lesèvre était un membre actif de la résistance française luttant contre l'occupation nazie à Lyon. Elle fut arrêtée en 1944 par la Gestapo et amenée devant Klaus Barbie, qui la tortura sans relâche pendant 9 jours. Lise fut sévèrement battue, suspendue par les poignets et soumise à d'autres méthodes cruelles de torture. Malgré toute la douleur et la souffrance, Lise ne trahit jamais ses camarades de la résistance. Elle survécut aux terribles tortures sans céder aux exigences des nazis. Sa capacité à endurer fut un exemple de force humaine. Après sa libération, Lise rejoignit les efforts pour capturer et poursuivre les criminels de guerre, et elle devint l'une des témoins clés contre Klaus Barbie lors de son procès. Les femmes dans la Gestapo, traîtresses de genre. Sous le régime nazi, le rôle des femmes dans l'appareil répressif était plus complexe qu'on ne le pense généralement. Bien que les images de la Gestapo et des camps de concentration soient principalement associées aux hommes, il y avait des femmes qui ont activement participé à la torture et à la persécution de leurs semblables. Ces femmes, parfois appelées traîtresses de genre, étaient responsables de la violence contre d'autres femmes au nom du régime. Bien que la majorité des tortionnaires de la Gestapo étaient des hommes, certaines femmes jouaient un rôle crucial dans la répression et la violence physique, principalement dans le contexte des camps de concentration et des prisons. Les Aufseherinnen, gardiennes, des camps de concentration, en particulier à Auschwitz et Ravensbrück, étaient responsables du maintien de l'ordre dans les prisons pour femmes. Certaines de ces femmes participaient activement à la torture et à l'exécution des prisonnières. Le cas d'Irma Grese, l'une des figures les plus connues de ce groupe, est un exemple évident de la manière dont les femmes faisaient partie de l'appareil répressif nazi et étaient impliquées dans les abus systématiques envers d'autres femmes. Grese, qui était surveillante à Auschwitz, est devenue infâme pour sa brutalité envers les prisonnières, dont beaucoup étaient des femmes. Son implication dans des actes de torture, de passage à tabac et de meurtre en faisait un symbole de la cruauté féminine au sein des structures de pouvoir nazis. Cependant, l'implication des femmes dans l'appareil répressif ne se limitait pas aux figures visibles comme Grese. D'autres femmes, dont beaucoup n'ont pas acquis de notoriété, ont également participé activement aux tortures. Certaines étaient responsables de l'administration de punitions physiques aux prisonnières, de leur garde lors de longues marches de punition ou de la supervision du travail forcé. Dans certains cas, ces femmes se distinguaient par leur efficacité impitoyable dans l'exécution des ordres de la SS. L'impact des femmes dans la Gestapo ne se limitait pas à la torture physique. Dans de nombreux cas, elles jouaient également un rôle crucial en tant qu'informatrices et collaboratrices dans la machine de répression nazie. Beaucoup d'entre elles agissaient en tant qu'espionnes au sein de leur communauté, dénonçant celles perçues comme opposantes au régime, facilitant ainsi leur arrestation par la Gestapo. La trahison de genre était particulièrement significative, car certaines femmes trahissaient d'autres femmes, les dénonçant pour être juives, communistes, ou simplement pour leurs idées antifascistes. Ce type de trahison était perçu comme un moyen de survivre dans un régime où la collaboration pouvait signifier une protection personnelle ou une promotion au sein de la hiérarchie nazie. Parmi les femmes qui collaboraient avec la Gestapo, certaines s'infiltraient dans les mouvements de résistance ou les communautés juives, servant d'espionnes ou d'informatrices. Ces cas de collaboration féminine avec l'appareil répressif nazi sont plus difficiles à retracer que ceux des hommes en raison de la nature clandestine de leurs activités. Cependant, des témoignages documentent comment certaines femmes utilisaient leur genre et leur apparente passivité pour se fondre dans la masse et gagner la confiance de ceux qui luttaient contre le régime. Un exemple clair de ces femmes est celui de Grete Hermann, qui servit d'informatrice pour la Gestapo et joua un rôle crucial dans l'identification des membres de la résistance. Bien que le cas de Hermann soit moins connu que celui d'Irma Grese, il illustre comment les femmes n'étaient pas seulement complices de la violence, mais contribuaient également à perpétuer le système de répression par leur collaboration active. Après la chute du régime nazi, beaucoup des femmes ayant participé à la torture et à la répression furent jugées et condamnées. Cependant, le traitement réservé à ces femmes était, dans de nombreux cas, moins sévère que celui de leurs homologues masculins. Irma Grese, par exemple, fut condamnée à mort en 1945 et exécutée la même année. Mais beaucoup d'autres femmes ayant collaboré avec la Gestapo ou dans les camps de concentration reçurent des peines moins sévères ou furent libérées sans poursuite.
Le fait que les femmes aient été jugées différemment reflétait la nature complexe de leur implication dans le régime nazi et la manière dont la société d'après-guerre les percevait. Bien que toutes les collaboratrices féminines n'aient pas été punies de manière juste, les témoignages des survivantes de la Gestapo et des camps de concentration montrent la douleur et la souffrance causées par les traîtresses de genre. Les femmes qui travaillaient dans l'appareil répressif étaient non seulement responsables de la violence physique, mais trahissaient aussi la confiance de leurs propres camarades, un acte de trahison ayant eu des répercussions profondes tant pour les victimes que pour l'héritage de la guerre. Les femmes ont été les plus affectées par les tactiques brutales de la Gestapo, subissant non seulement une torture physique extrême, mais aussi des abus psychologiques destinés à démanteler leur identité et leur dignité. Les mutilations, les abus sexuels et l'isolement extrême n'ont pas seulement infligé une douleur indescriptible, mais ont aussi laissé des cicatrices profondes sur leurs esprits et dans la mémoire collective. Malgré ces souffrances inhumaines, de nombreuses femmes ont montré une résilience et un courage extraordinaires, devenant des symboles d'espoir et de défiance. Cette réalité souligne l'importance de se souvenir et d'honorer leurs sacrifices, garantissant que de telles atrocités ne se reproduisent jamais et mettant en lumière la valeur indomptable de l'esprit humain face à l'oppression totalitaire.